C'est un cycle d'exposition qui va démarrer aux yeux fertiles, qui paraît intéressant sous le signe de l'exorcisme dans l'art. Et le grand Otto Dix, artiste allemand, avait dit tout art est exorcisme. Et évidemment, c'était dans un contexte de guerre mondiale et de nazisme. Ça pouvait évidemment s'expliquer naturellement. Mais beaucoup d'artistes, dans leur expression picturale, souvent expriment une douleur, un ressentiment, un malaise, et ont besoin d'expurger en quelque sorte ce malaise, cette douleur. Et Fred II, par son parcours dont nous allons parler rapidement, fait partie de ces artistes. Si je fais cette exposition, qui n'est pas la première sur Fred II, c'est parce que je les ai connus, Fred II et son épouse Cécile Reims. Tous les deux étaient un couple remarquable, je les ai connus à la fin de leur vie, puisque Fred II est décédé en 2015 et Cécile Reims 5 ans après. Ils venaient me voir parce que je collectionnais leurs œuvres, vous savez que je suis collectionneur, et je m'étais spécialisé déjà dans une période un peu particulière, qui est cette période dite des spermes colorés. Je l'avais montré tout ceci à l'époque à Art Paris, dans une grande exposition qui avait eu un grand succès, avec un catalogue. Et ils étaient venus ici voir cette même exposition, je les ai reçus ici, ils étaient vraiment adorables, c'était un couple d'une discrétion totale et avec qui je m'entendais très bien. Lorsque Fred II est décédé, bien sûr, j'ai témoigné ma douleur, mais j'ai envoyé mes condoléances à Cécile Reims et elle m'a répondu. Et je voulais lire un peu, ils habitaient à La Châtre, ce petit village, et je voulais vous lire ce qu'il m'avait écrit. Et c'est un peu la base aussi de cette exposition qui m'a poussé aussi à voir un petit peu plus profondément l'œuvre de Fred II et ce qu'elle représente dans son parcours. Cher Jean-Jacques Plaisance, merci d'avoir eu une pensée pour Fred, pour moi. De tout temps venant à Paris, nous nous arrêtions aux yeux fertiles, sachant que nous y trouverions ce dont notre regard et ce qu'il engendre se nourrit. Plus loin, il y avait les galeries Flac, Antony Meyer, Montbrison aussi. Fred est allé sereinement et jusqu'au dernier jour au bout de son chemin, s'étant acquitté jour après jour, assidûment et sans autre arrière-pensée, de la dette qu'il avait à l'égard du don fait à l'ouvrier. Dessiner, écrire, raconter. Et tenant envers et contre tout la rampe du balancier du côté de la force du rêve. Avec amitié, Cécile Reims. J'ai repris cette phrase magnifique qui vient d'écrit de l'extrait de Terre-Neuve de Fred II en 1999. J'ai repris cette phrase que vous voyez en haut. La vie a deux versants, là-haut force du rêve, la pique force de la mort, au milieu la rampe du balancier. C'est très beau et c'est déjà un condensé de ce qui va être toute l'œuvre de Fred II au cours de sa vie, avec plusieurs périodes, dont une période terrible qui va être ce qu'on appelle cette période un peu noire de sa vie. Fred II était dans une famille, il habitait dans une cave avec sa famille, au bord de la Seine, il y avait des crues, il y avait des inondations et il y avait les rats. Et il a vécu parfois au milieu des rats et ça là, il y avait cette forme d'enfermement permanent qu'il a dû évacuer progressivement dans sa vie, soit par l'écriture, et c'est comme ça qu'il a écrit ce livre qui a été publié en 1957, mais qu'il avait écrit en 1954, si je ne me trompe pas, qui s'appelle La Ghana, ce livre qui fait référence de cette vie terrible, hantée par lui, par ses souvenirs de cette enfance et tout, où le seul compagnon qu'il avait, c'était un oncle, donc le frère de son père, qui était un peu bizarre, mais qui lui parlait déjà, qui seul lui parlait, le consolait de ce milieu ambiant terrible dans lequel il vivait, et puis petit à petit, dans son adolescence, lui montrait ce qu'était la beauté quand même de la vie,
l'essor, l'éveil de la sexualité, c'est lui qui a appris à Fred II l'éveil de sa sexualité. Et malheureusement, cet oncle est décédé, il était maniaco-dépressif, et à 27 ans, il décède. C'était un grand choc pour lui. Fred II, il est né en 1924. C'est pour ça, si vous voulez, que l'année dernière, il y a eu le centenaire qui a été fêté pour son œuvre dans beaucoup de musées ou galeries. Là, nous fêtons en fait le 10e anniversaire de son décès, puisqu'il est décédé en 2015. Alors, si vous voulez, ce qui est important, c'est de savoir en fait, j'ai toujours été attiré par Fred II, parce que, évidemment, mon penchant pour le surréaliste et le monde de l'inconscient me faisait dire qu'il y avait des rapprochements forcément entre le surréalisme et Fred II. Ce qui est important de savoir, il faut que je trouve mes documents, c'est qu'il y a eu deux personnes très importantes de la vie, dans la vie de Fred II. C'est la date de 1951. En 1951, sachant qu'il était né en 24, et 1951, il rencontre André Breton. Il veut voir André Breton. Il a lu ses écrits, à partir de 1948, il lit les livres, il est imprégné de certaines œuvres, certains écrits d'André Breton, et il dit « Je veux, le surréalisme m'intéresse, peut-être que je vais devenir surréaliste. » Et il va être déçu. Je vous lis rapidement ce qu'il en était. Il retrouve dans un carnet le numéro de téléphone d'André Breton. Il descend, il l'appelle. « Allô, oui, je suis Fred II, j'ai besoin. Je désire vous rencontrer. Accepteriez-vous de venir ?» André Breton laisse passer un long silence, puis « Où habitez-vous ?»« L'île Saint-Louis. »« Ah, j'aime bien. » Et un autobus part de Clichy, passe dans l'île, disons, demain à 10h. Le lendemain, Fred voit passer André Breton dans la cour, il entend ses pas dans l'escalier. La porte est entrouverte, Breton est devant lui. Les deux ouvriers, puisque tous les deux étaient ouvriers à la base, se serrent la main. Fred II a travaillé dans sa jeunesse dans une usine, parfois 10 heures par jour en continu. C'était un véritable ouvrier qui travaillait avec une précision méticuleuse qu'on retrouvera après dans ses dessins. Les deux ouvriers se serrent la main, ils serrent à boire. Breton fume, il regarde les livres et pour la première fois, Fred sent que le courant circule. Loin d'être inquiet, il se sent libre, il se dit que le vrai est là. Vous faites ? Pour répondre à une pareille question, il faut parler. Il dit, ça sort, c'est Fred II qui parle, ça sort lentement, clairement, des taches. Je suis jeune, mais j'écris aussi. Il ouvre un carton et le pose sur la banquette. Breton est debout, il tire sur sa pipe, les feuilles tombent les uns derrière les autres. Il veut voir une deuxième fois, ils sont face à face, il lui dit « Vous savez où nous nous réunissons ? Ce soir, c'est Place Blanche. Demain aussi, viendrez-vous ? Je présenterai un nouvel ami. » Il se serre les mains, et quelques jours après, Fred va à la Place Blanche, café, avec une rangée de tables, des hommes, quelques femmes, et André Breton au centre. Il le voit, il l'entend dire à un ami « Vous vous appelez Fred II. Fred II, oui, Fred II, dit Fred. » André Breton ajoutera « Ce n'est pas un feuilleton. » Fred prend place. Il ne desserrera pas les mâchoires. Il revient pendant quelques semaines, il ne peut plus rien faire. Il a une aiguille dans la gorge. Il a un visage de rompre en disant pourquoi. Il se dégonflera. On parle trop de basse politique, de faits divers. Il rêvait d'un cloître, d'entrer en loge, travailler en commun, une passion vraie, rien de ça. Est-ce qu'ils sauront qu'il a été communiste ? Car les FTP, c'était ça. Mais il les a quittés. Autre chose l'attirait qu'il a mis des années à saisir. Il aurait voulu parler de Léris, de bataille, de mort en camp. Ne pas parler de Marie Bénard. La porte ne s'est pas ouverte dans sa chambre. Il cherche à reprendre ses matins pendant que le jour se lève et que les mots blanchis par la nuit se présentent. Il vous donne cette sorte de joie qui vous ferait vous pendre. Il sort, marche dans la rue, passe au boulevard Saint-Germain. Tout lui semble loin. Il s'arrête dans un bistrot, il fume, demande du papier, écrit à André Breton. C'était la fin d'un rêve de Fred II, d'entrer dans le groupe surréaliste parce qu'il pensait y voir des gens qui parleraient vraiment de ce qui le passionnait dans le surréalisme, de voir ces grands écrivains qui le passionnaient. Et là, il est très déçu. On ne parle à l'époque que de politique, que d'adhérer au Parti communiste, etc., etc.
Donc c'était cette grande un peu désillusion qui fait que Fred II suivra de loin le mouvement surréaliste. Il avait déjà été très intéressé dans les années 45-47 de ce que Breton avait lancé à l'époque dans ses écrits. Il avait décrit les fameux grands transparents. Vous savez, ces êtres qui sont censés être autour de nous, que l'on ne voit pas, mais qui agissent dans notre vie. Et ça intéressait beaucoup. Alors certains ont assimilé certains dessins de Fred II au fameux mythe des grands transparents. Rappelez-vous le grand transparent de Jacques Hérol qui a été exposé dans cette galerie et qui part bientôt aux États-Unis. Donc il y aura toujours dans les œuvres de Fred II une sorte de surréalité, on peut dire. Et dans les œuvres du début, c'est-à-dire quand je vous parle des œuvres du début, c'est les œuvres qui correspondent à ce qu'on appelle la clé pathologie. C'est les gens que Fred II admirait, c'était André Breton et c'était Paul Klee. Et il était fou de Paul Klee, de ce qu'il faisait, de ses dessins. Il s'en inspirait, et toute une période qui se termine, en gros, à la fin des années 50, en 1959, eh bien, c'est sous l'influence de Paul Klee, qui est considéré comme un immense artiste. Cette période-là, c'est cette période noire. Il ne peut pas sortir de lui-même, il est enfermé dans cette cave, avec des rats, avec des murs, le mur de la cave, tout ça, il le regarde. Toute cette période-là, elle est traduite dans des œuvres d'art. Son summum, c'est, si vous voulez, ce qu'on appelle la période de la magie noire, avec ce tableau qui est en 59 ici, qui est vraiment une sorte d'expression d'une surréalité fantastique avec des êtres gigognes, avec de l'enfantement, avec de la magie, c'est une sorte d'ensorcellement. Et là, Fred II, au bout d'un certain temps, va sortir de cet enfermement, qu'il traduira après dans des écrits, notamment donc, il a fait ce livre, La Ghana en 1955, mais il sera également interviewé plus tard, 64-65, et ça sera source d'enregistrement en 99 dans des CD que André Dimanche, le grand éditeur, avait publié. Donc vous avez une première période, et là, dans cette période-là, il est en quelque sorte emmuré en lui-même, il n'arrive pas à en sortir. Début des années 60, il va commencer à en sortir, son dessin va exploser tranquillement. Il est encore pris dans une période qui est derrière vous, les otages, ces petites bulles miniatures, c'est cet enfermement total qu'il avait. Et il va petit à petit arriver à faire autre chose. Quand celui qui l'exposait, Daniel Cordier, voit qu'il passe de ça à ça, aux otages, il lui dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est pas possible, Fred, c'est plus vous. » Et Fred II lui explique que s'il avait besoin de se libérer de ce qui avait été quelque chose de... il pratique une sorte d'auto-exorcisme à son paroxysme ici. Toute cette période, c'est une dizaine d'années, on appelle la clé pathologie, K-L-E-E, pathologie. Voilà, parce que c'est le souvenir de la cave est terrible, les rats, ils sont toujours présents, il y a un long travail de rémémoration. Il en sort comme la purge d'un accouchement à partir début des années 60, avec au début les otages. Et maintenant, son dessin va aller vers l'inconnu, et c'est l'imaginaire qui va l'emporter sur le souvenir, c'est-à-dire la période de son enfance. Après, vous aurez donc dans cette exposition une période où il va expérimenter tout le possible, et notamment dans cette exposition, la période des spermes dits colorés, parce que en fait, ce nom très curieux, c'était en fait, il introduit dans son dessin la tâche, et là où il est proche des surréalistes, c'est par l'écriture automatique. Là, c'est le dessin automatique. Le dessin automatique, il met une tache cellulosique de couleur. Et les couleurs, où dans les spermes noirs, elle est noire. Et il la dilue, et après, son dessin se fait doucement à l'aventure. C'est son dessin qui le guide. Donc, trois choses fondamentales chez Fred II. C'est pour ça qu'il a son double, en quelque sorte. Il a son double en permanence. Il a ce dessin qui le guide, qui guide sa main. Et ensuite, il a besoin d'écrire ce qu'il ressent en dessinant.
Et j'ai voulu montrer dans une dizaine de dessins ici, comme par exemple celui-là, c'est écrit là, mais vous avez la plupart du temps, il a besoin de s'exprimer, dire ce qu'il fait, ce qu'il ressent, à quoi ça correspond. Et le summum de cette explication, vous avez dans le dessin de l'entrée qui s'appelle le titre de l'expo, le dessin c'est inconnu, et il explique simplement qu'il a besoin du dessin, que c'est son double. Donc, toute sa vie, c'est dessiner, écrire et parler. L'oralité très importante chez Fred. Et il va parler, il va raconter ce qu'il ressent, et tout ça, ça sera formidable. Alors, déjà très jeune, il avait besoin, si vous voulez, d'écrire. Et quand il avait rencontré Breton, il lui amène un paquet de documents avec des textes que Breton consulte. Ce que je voulais vous dire ce soir, l'objet un peu de cette présentation, c'était de vous dire que j'avais acheté beaucoup d'œuvres dans la vente de Succession André Breton en 2003. Et il y avait un petit livre qui m'intriguait, parce que je collectionnais déjà les œuvres de Fred II, c'est ce petit livre-là unique. Il faut savoir qu'il ne faut pas confondre, dans l'œuvre de Fred II, il y a des livres uniques qui auront lieu après, entre 1974 et 1979, ce sont des livres effectivement uniques, avec des dessins. Ils sont dans des musées, Pompidou, au Musée d'art graphique, enfin voilà, ils sont un peu partout, je crois. Mais ce dessin, ce livre-là, probablement, je n'en ai pas la preuve, il appartenait à André Breton, car il avait été donné, je pense, à partir de 1951 avec Breton. Il est unique, personne ne l'a jamais publié. Je pensais que ce soir, c'était l'occasion de vous lire qu'il y avait déjà une poésie, mais il y avait toujours ce sens, ce balancier entre la vie et la mort qui se traduit dans les écrits de Fred II. Je vais donc vous le lire. Vous voyez, c'était le numéro 366 de la vente André Breton. Il s'appelle « De l'autre, le cristal ». Et bien sûr, personne ne le connaît, et les amis de Fred II et de Cécile Reims ici présents projettent de le publier. De l'autre, le cristal, Fred II. Pour une préface, en bas les femmes s'inquiètent, et elles avancent sur des plaques d'acier, nous penchant pour rire au moment où elles contournent le bois. Les vitres s'échangent avec un fond brisé. Les souvenirs d'une étoile basse s'étendent et tournoient en un nom étrange que la parole encadre. L'œil d'en face suit la clarté imaginaire des affiches secrètes. La couleur sèche s'enfonce dans les têtes inquiètes. Le rouge règle la lueur des regards. La ligne et la plaine sont des écriteaux que j'avance avec des bruits d'ailes tous les soirs dans le hasard. Nous sommes les mendiants du monde qui avons tout vu. Nos oreilles attentives reviennent après le rêve, les doigts plissés. L'angle du sommeil sèche l'effroi. Nous nous retrouverons sur le sable, tous, encore mouillés de n'avoir croisé personne. Nos yeux s'entrouvent de rayons coulants. Je ris parce qu'on me fixe assis. Solitude et des tombeaux accroupis, la peau tendue. Serons-nous des momies? Irons-nous dans le désert reporter à chaque nègre son objet volé, lui qui ne comprend plus les retours trop beaux? Leur esprit bandé de sang aigu, ardent venin de leur aventure terminée. Moi qui connais les règles de la rage de la cage en verre, pardon. Moi qui connais les règles de la cage en verre, j'en arrive au mystère millénaire. Ne faut-il pas regarder le serpent pour devenir bleu depuis cette cage au rat, avec le jeu mal tourné dans les fers où l'on frise à la folie, où l'on parle de doigts de faïence et d'yeux figés. Je consens à descendre toujours, toujours, il n'y a pas de plus bas. C'est le feu qui nous attire, qui heurte nos poitrines plus sèches et obscures, les coupures, les minutes fébriles. J'ouvre ma peau au meurtre, je suis serré d'un masque infini. Nous n'avons qu'à nous éponger et ne pas arracher notre peau. Chargeons-nous de nous avec de beaux linges aux algues vertes.
À suivre mes assauts, je bois à toutes les soifs. La bouche épuisée, je me dessine avec des yeux crevés, indifférents, noirs, les cils glacés. L'espace entier invente le temps pour ne pas manquer de lumière. Les avenirs inhabiles approchent parce que nous les approchons. Gît le suicide, les matins qu'on trouve dans nos mains dociles. Je ne veux que suivre les appels que j'entoure comme des ronds rouges pour en faire mon tunnel écumant. Le passage débouche aux moulures fragiles, aux lèvres glissantes de fièvre, entre de la mort, perspective aux détentes glacées. Je suis seul sur un rivage et je glisse. Voilà. Ce livre unique, vous êtes les seuls qui le voient.